Merci beaucoup. Je dois dire que il faut qu'on reconnaisse d'abord que la Constitution du Sénégal consacre tous les droits fondamentaux du citoyen. Parce que Madame le secrétaire général du ministère de la Communication l'a rappelé ce matin. Nous avons ratifié dans le préambule même de la Constitution du Sénégal a consacré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. Pour coller à ce qui nous réunit aujourd'hui, je pense que les libertés de presse et d'expression sont également matérialisées dans les articles 8, 10 et 11 de la Constitution. Malheureusement, ces droits proclamés n'ont qu'une portée déclarative. Car le Code de la presse, le Code pénal et le Code de procédure pénale renferment des articles qui sont réputés liberticides. Je pense que tout à l'heure, on a même évoqué l'article qui concerne la diffamation, mais ce n'est pas que cet article-là. Nous avons des dispositions du Code de la presse relatives à l'information militaire, article 64, aux troubles politiques, article 80, à l'offense au chef de l'État, article 254, à la diffusion de fausses nouvelles, article 255, et à la diffamation, article 258. Ces dispositions-là ont été reprises par le Code de la presse. Parce que quand vous prenez l'article 5 même du Code de la presse, cet article dit que le journaliste a la liberté de chercher toutes les informations, mais sous réserve. Ce sont ces mêmes réserves-là qui sont contenues dans le Code pénal et qui sont répertoriées dans le Code de la presse. Et comme on l'a si bien dit ce matin, pour la diffamation, même l'information peut être vraie et diffamatoire. Parce que la diffamation est définie comme toute imputation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Que l'information soit vraie ou fausse importe peu. L'essentiel qu'on ait atteint une personne dans sa dignité. Une personne se sent diffamée, une personne se sent atteinte dans sa dignité, porte plainte contre un journaliste. À partir de ce moment-là, l'infraction de diffamation peut être retenue contre le journaliste. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est que moi, journaliste, je peux aller au niveau du tribunal, rendre compte d'un événement, un homme qui frappe son père, je viens, je fais le compte rendu, il n'y a pas de souci. Mais quand je le qualifie de fils indigne, cette personne-là a la possibilité d'ester en justice contre moi pour diffamation. Et à partir de ce moment-là, l'infraction est consommée. C'est vrai que la personne a frappé son père, mais je n'ai pas le droit de le qualifier de fils indigne. C'est ça la diffamation. Alors que la diffusion de fausses nouvelles, l'un des éléments constitutifs de l'infraction, c'est que l'information est fausse. Et ici, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des articles qui sont réputés liberticides. Pourquoi je dis liberticides? Parce que ces articles sont combinés avec un autre article du Code de procédure pénale, l'article 139 du Code de procédure pénale. Et c'est cet article-là dit que lorsque le procureur de la République vise ces articles-là, vise les articles 56 à 100 et l'article 255. 56 à 100, l'article 64 sur l'information militaire est là-bas, le trouble à l'ordre public est là-bas, l'article 255, la diffusion de fausses nouvelles. Donc 3 articles qui concernent les journalistes. Si le procureur vise ces articles-là et requiert le mandat de dépôt, le juge d'instruction en charge du dossier est tenu, c'est comme ça que c'est écrit, est tenu de placer sous mandat de dépôt. Ça veut dire qu'il a les mains liées. Il a l'obligation de placer sous mandat de dépôt. Et si demain, il entend le journaliste dans le fond du dossier et que ses avocats introduisent une demande de liberté provisoire, ce même article dit que la demande de liberté provisoire n'est pas recevable si le procureur de la République s'oppose. Ce qui fait que ce sont des articles qui sont liberticides. Et je pense que le combat de la presse, au moment même de la mise en place du Code de la presse, c'était à ce niveau-là. C'était pour tout simplement faire en sorte que les articles liberticides qui sont contenus dans le Code pénal ne puissent pas être
reconduit dans le code de la presse. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'on a toujours parlé de dépénalisation des délits de presse, dépénalisation des délits de presse. En fait, la dépénalisation des délits de presse renvoyait tout simplement à ces infractions-là qui sont contenues dans le code pénal. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ces articles-là sont toujours contenus dans ce code-là. Et nous avons des confrères qui ont fait les frais de cela. J'ai deux confrères de l'Observateur, Mamadou Sek et Alioune Badrafal, qui ont été gardés en vue à la section de recherche. Et ils ont failli être placés sous mandat de dépôt parce que tout simplement, ils avaient divulgué la composition d'un contingent militaire qui devait se rendre au Yémen pour soutenir l'Arabie Saoudite. Ils avaient tout simplement donné la composition du contingent en disant que ce contingent-là était composé à 55% de militaires valides, de militaires toujours en activité et à 45% de militaires qui étaient à la retraite. Et des informations qui étaient vraies, mais on leur a reproché le fait d'avoir divulgué ces informations-là parce que c'est considéré comme des informations militaires, alors que l'information était vraie. Aujourd'hui, Pape Alé Niang a été placé sous mandat de dépôt sur la base de l'article 64, information militaire, pour avoir rendu compte d'un déploiement du groupement d'intervention polyvalente à l'occasion de l'audition dans le fond de Ousmane Sonko, article 64 du code pénal, qui lui a valu une incarcération, de même que l'article 255 du code pénal. Donc ce sont ces articles-là qui sont considérés comme des articles liberticides. Et pourtant, lorsque les gens étaient en train de discuter sur le code de la presse, on a voulu mettre en avant cette dépénalisation pour les changer avec une condamnation pécuniaire. Et c'est ce qui a été retenu par les professionnels des médias. Malheureusement, ces dispositions-là ont fait que le projet de loi a été bloqué pendant 10 ans. Parce que le projet a été déposé en 2007. C'est en 2017 que le code de la presse a finalement été voté et on a enlevé ces dispositions-là qui étaient proposées par les professionnels des médias. Et finalement, on a voté un code de la presse qui est d'ailleurs plus répressif que ce qui était là. Parce qu'aujourd'hui, on a introduit d'autres dispositions répressives en dehors de ces articles-là que je viens de citer. Il y a une autre section qui a été ajoutée au niveau même du code de la presse et vous avez des dispositions administratives, des sanctions administratives et pénales qui sont contenues dans le nouveau code de la presse. Bon, nouveau, ce n'est plus un nouveau code de la presse parce qu'un code de la presse qui a été voté depuis 2017 n'est plus un nouveau code. Et vous allez vous rendre compte que sur les 233 articles du code de la presse, le code de la presse c'est 233 articles. Sur les 233 articles, les 39 sont des dispositions répressives, sont des sanctions administratives et pénales qui sont contenues dans le code de la presse. Voilà. L'autre chose également, c'est au niveau même de la définition du journaliste. Bon, je pense que l'article 19 avait fait un article à un moment donné pour attirer l'attention des autorités sur la définition même du journaliste, cette définition-là qui ne répond pas, disons, aux standards internationaux. Aujourd'hui, le code de la presse définit en son article 4 qui est journaliste. Au terme de cet article-là, est journaliste celui qui est sorti d'une école de formation et dont l'activité principale rétribuée consiste en la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, vous devez avoir la licence plus 10 ans d'expérience. Plus 2 ans d'expérience, autant pour moi, plus 2 ans d'expérience. Maintenant, il y a une disposition transitoire qui a été ajoutée, c'est l'article 228, qui dit que ceux qui ne remplissent pas les deux critères précités, qui ne sont pas sortis d'école de formation, qui n'ont pas la licence, ils doivent capitaliser 10 ans d'expérience dans la collecte, le traitement et la diffusion d'informations, validés, sanctionnés par une commission de validation des acquis de l'expérience. Donc, le code prévoit une commission que j'ai l'honneur de diriger et Bamba Kassef est membre de cette commission-là. Cette commission-là est seule habilitée à délivrer une carte nationale de presse et l'article 22 du code de la presse dit que seuls les titulaires d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias. Ça veut dire que c'est un article assez contraignant. Même si vous êtes sorti d'une école de formation en journalisme, si vous ne faites pas le nécessaire pour obtenir votre carte nationale de presse,
le droit sénégalais ne vous considère pas comme un journaliste. Voilà, donc c'est un article qui est assez contraignant. Je pense que, je conclue, hein? Donc notre proposition c'était un tout petit peu renforcer le régulateur, parce que nous avons le CNRA ici qui est le régulateur, mais le Code de la presse a prévu en son article 55 un autre régulateur qui devait être là pour remplacer le CNRA. Les gens avaient proposé la ARCA, la Haute Autorité de Régulation, qui devait remplacer le CNRA, et jusqu'à présent le projet dort dans les tiroirs, comme la loi d'accès à l'information qui est dans les tiroirs du gouvernement depuis Mathusalem. Juste pour dire que le Code de la presse était censé, pour conclure, était censé corriger un certain nombre de choses, mais le Code de la presse, quand même, dans certaines de ses dispositions, est venu envenimer la situation de la presse. Je vous remercie.